Thèse 19e. Les philosophes ont coutume de parler de la volonté comme si c'était la chose la mieux connue au monde. Schopenhauer nous a même appris que nous ne connaissons au fond que la volonté, que nous la connaissons de part en part, sans y ajouter ni retrancher quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que dans ce cas aussi, Schopenhauer n'a fait que suivre les habitudes des philosophes, qu'il a repris et exagéré à un préjugé populaire. Avant tout, il me semble que la volonté est quelque chose de complexe, dont l'unité est purement verbale, et c'est effectivement dans l'unicité du mot que se dissimule le préjugé populaire qui a trompé la vigilance toujours médiocre des philosophes. Soyons donc plus vigilants et moins philosophes. Disons que tout acte de volonté comporte premièrement une pluralité de sentiments. Le sentiment de l'état initial, le sentiment de l'état terminal, le sentiment du mouvement lui-même qui conduit de l'un à l'autre, en outre un sentiment musculaire concomitant qui par une sorte d'habitude entre en jeu sitôt que nous voulons, même si nous ne remuons pas les bras et les jambes. Il faut donc tenir un sentiment, ou mieux un agrégat de sentiments, pour une composante de la volonté. Mais, secondement, la pensée y entre aussi, car tout acte de volonté recèle une pensée qui le commande, et n'allons pas croire que nous puissions retrancher cette pensée du vouloir. La volonté s'évanouirait du même coup. Troisièmement, la volonté n'est pas seulement un amalgame de sentiments et de pensées, mais avant tout un mouvement passionnel, cette passion de commander dont il a déjà été question. Ce qu'on nomme libre arbitre est essentiellement notre sentiment de supériorité à l'endroit de celui qui doit obéir. Je suis libre, il doit obéir. Cette conviction réside au fond de toute volonté, de même que cette tension de la volonté, ce regard direct qui ne fixe qu'une chose, ce jugement radical que ceci importe à présent et rien d'autre, cette intime certitude que l'on sera obéi et tout ce qui appartient encore à la psychologie du commandement. Un homme qui veut commande en lui-même à quelque chose qui obéit ou dont il se croit obéi. Mais considérons maintenant l'aspect le plus singulier de la volonté, de cette chose si complexe pour laquelle le peuple n'a qu'un mot. Si dans le cas envisagé nous sommes à la fois celui qui commande et celui qui obéit, et si nous connaissons en tant que sujet obéissant la contrainte, l'oppression, la résistance, le trouble, sentiments qui accompagnent immédiatement l'acte de volonté, si d'autre part nous avons l'habitude de nous duper nous-mêmes en escamotant cette dualité grâce au concept synthétique du moi, on voit que toute une chaîne de conclusions erronées et donc de jugements faux sur la volonté elle-même viennent encore s'agréger au vouloir. Ainsi, celui qui veut croit-il de bonne foi qu'il suffit de vouloir pour agir. Comme dans la très grande majorité des cas, la volonté n'entre en jeu que là où elle s'attend à être obéie, donc à susciter un acte, et on en est venu à croire, fallacieusement, qu'une telle conséquence était nécessaire. Bref, celui qui veut est passablement convaincu que la volonté et l'acte ne sont qu'un en quelque manière. Il attribue à la volonté elle-même la réussite et l'accomplissement de l'acte volontaire, et jouit du même coup du sentiment accru de puissance que tout succès apporte avec soi. Libre arbitre, tel est le mot qui désigne ce complexe état d'euphorie du sujet voulant, qui commande et s'identifie à la fois avec l'exécuteur de l'action, qui goûte au plaisir de triompher des résistances, tout en estimant que c'est sa volonté qui les surmonte. À son plaisir d'individu qui ordonne, le sujet voulant ajoute ainsi les sentiments de plaisir issus des instruments d'exécution que sont les diligentes sous-volontés ou sous-âmes, car notre corps n'est pas autre chose qu'un édifice d'âmes multiples. L'effet, c'est moi.
Ce qui se produit ici ne diffère pas de ce qui se passe dans toute collectivité heureuse et bien organisée. La classe dirigeante s'identifie au succès de la collectivité. Dans tout acte volontaire, on a toujours affaire à un ordre donné et reçu, ordre qui s'adresse, nous venons de le dire, à un édifice collectif d'âmes multiples. C'est pourquoi un philosophe devrait s'arroger le droit de considérer le vouloir sous l'angle de la morale conçue comme science des rapports de domination dont procède le phénomène vie.